Mettant en prise 4 engins lourds, aucune perte en vie humaine heureusement enregistrée, mais le trafic interrompu pendant des heures sur cette route qui relie Yaoundé à Douala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Elle tue son mari pour l'empêcher de prendre une autre femme pour épouse. Le drame a eu lieu au quartier Fret Aéroport hier. La nommée Adama a mis du poison dans le repas de son mari parce que celui-ci avait l'intention de prendre une 4e conjointe. La meurtrière a été sauvée des griffes de la population qui voulait la lyncher par des éléments de la gendarmerie. Julio Trésotanon et Joseph Roger Foipon nous racontent. Dame Adama escortée par les gendarmes pour échapper à un lynchage public. La scène se déroule ce mardi après-midi au quartier Fret Aéroport dans l'arrondissement de Douala 2e. Ici le corps de M. Labaran, son mari, exposé ce mercredi à la mosquée Maliki. Selon les informations, l'homme conducteur de camion est rentré à la maison prendre son repas et a été retrouvé inerte juste après. Une mort suspecte. Elle a versé, bref, les voisins l'ont lui versé la nourriture et le chat en question. Mettre le chat dans la poubelle et les voisins ont vu. Ils ont alerté les autres. Même le chat qui a goûté à ce repas est mort sur le champ. D'après les sources, Adama est la 3e femme et refusait l'arrivée d'une 4e épouse, d'où son acte criminel. Elle est décrite par les voisins comme une personne foncièrement méchante. Cette femme a fait boire les urines, c'est-à-dire les urines à la fille. C'est déjà suffisant pour faire sortir la femme. Vous comprenez? Bon, je ne sais pas, peut-être cette femme l'aurait fait quelque chose, traumatisé la tête de cet homme. L'affaire fait grand bruit dans la ville de Douala et met tout le quartier Fret Aéroport en émoi. Adama est gardé à vue et une enquête est ouverte pour élucider l'affaire. Une affaire de litige foncier cette fois qui se mue en tribalisme exacerbé à Kribi dans la région du Sud. Le peuple Mabi qui s'oppose à la construction d'un hôtel au bord de la mer. Seul motif, le propriétaire et investisseur est Bamileke. Une milice constituée a procédé à la casse du chantier en empêchant la poursuite des travaux sur le terrain. À l'origine du conflit, une affaire de titre foncier annulée par la ministre du Cadastre et des Affaires foncières, rétablie dans ses droits par la Cour suprême après un procès. Le propriétaire n'a jamais pu jusqu'ici rentrer en possession de son terrain. Vanessa Kandem et Moussa Takou nous racontent. Un litige foncier met en branle tout le peuple Mabi dans le département de l'Océan. Le chef supérieur, les notables et de nombreux autres membres de la communauté investissent la préfecture pour faire entendre leur voix. La barrière, qui avait été détruite par les habitants du village Boumé, doit absolument être reconstruite. Le premier adjoint préfectoral essaie tant bien que mal de calmer les ardeurs des indignés. Le litige foncier oppose les Mabi à un homme nommé Tanchou. L'intervention des forces de l'ordre ne suffit pas à maîtriser la foule. La concertation entre les différentes autorités administratives, judiciaires et traditionnelles conduit à une résolution. Toutes les personnes impliquées dans la dite démolition doivent être entendues. Une affaire loin d'être terminée vu qu'elle perdure depuis plusieurs années malgré l'intervention de différents ministres des domaines. Il faut absolument mettre un terme aux violences dans les régions anglophones. Et pour ce faire, au-delà des solutions militaires, les populations scrutent désormais des voies traditionnelles et même mystiques. Elles conjurent le mauvais sort et les violences à travers un rituel dénommé Grass Cutting Ceremony. Le cérémonial consiste justement à arracher une herbe particulière pour sauvegarder la paix et la cohésion dans ces localités marquées par la crise anglophone. Lille Piedjou et Joseph Foipon pour les détails. Des chefs traditionnels sur les hauteurs du village Oku, dans la région du Nord-Ouest, ainsi que les femmes, hommes et enfants du village. Ils sont sortis par centaines pour participer à ce rituel traditionnel appelé Grass Cutting Ceremony,
Une opération qui consiste à ramener la touffe d'une herbe spéciale au palais afin de conjurer les mauvais esprits et invoquer les esprits bénéfiques pour instaurer la paix dans le village. C'est un grand événement dans notre village. Ce que nous faisons doit apporter la paix, la santé et la prospérité à nos populations. La coupe d'herbe, c'est une activité qui ouvre la voie à d'autres pratiques culturelles de notre village. C'est aussi l'occasion pour les gardiens de la tradition d'appeler le peuple Oku au respect des valeurs républicaines et traditionnelles. Je suis satisfait de ce qui se passe. Le cutting grâce cérémonie, cette année intervient à une période particulièrement sensible dans cette région en proie à une guerre civile qui ne dit pas son nom. D'où cet appel à tourner le dos aux villes mortes, frein au développement économique d'une nation qui doit rester plus que jamais une et indivisible. Nous le disions en titre, ce 18 avril se célèbre la journée mondiale consacrée aux sites et aux monuments. Ce soir, nous mettons un point d'ancrage sur l'inventaire et la place qu'occupent les monuments, figures historiques camerounais. À l'observation, les monuments coloniaux ont fortement pignon sur rue dans nos cités. Cependant, des activistes et autres patriotes se battent pour imposer des figures marquantes de l'histoire du Cameroun à travers des statues et stèles. Nous avons fait le tour de la ville de Douala pour avoir la disposition des différents monuments. Monique Naosi-Fosso et Luther Djomo pour les détails. Le monument du général Leclerc à la poste centrale de Douala. C'est à Bonanjo, le centre administratif. Tout à côté, le monument des militaires et alliés français. Et à la rue France, le monument de l'Allemand Gustave Nachtigal. Ici, il y a une carence des figures de l'histoire camerounaise aujourd'hui disparues qui ont œuvré pour l'indépendance. La loi du 16 décembre 1991 réhabilitait pourtant Oumniobé, Ernest Ouadjie, Amadou Ahidjo et Félix Moumié. Les monuments coloniaux gardent une place prépondérante plus de 50 ans après l'indépendance. Nous restons encore à reconquérir notre histoire dans les espaces publics au Cameroun. C'est à croire que ce n'est pas dans ce pays qu'on a eu, quand on célébrait les cinquantenaires de l'indépendance du Cameroun, on a eu de la difficulté à prononcer les noms de ces héros, de ces Camerounais qui se sont battus, qui ont donné de leur vie pour que ce pays puisse être ce qu'il est en train de, ce qu'il doit devenir. Ernest Ndongan, le sculpteur du monument de Samuel Mbappé-Lépée, se consacre uniquement à sculpter les monuments des figures emblématiques du Cameroun. Jean-Michel Cancan, Ernest Ouadjie en l'occurrence. Je travaille sur les figures emblématiques parce que ce sont les gens qui ont beaucoup œuvré pour ce pays. C'est un combat que je suis en train de mener, chercher à implanter ceux qui sont tombés dans l'oubli et qui ont beaucoup fait pour ce pays. Le monument Oumniobé est sculpté par Amidou Sangou et offert gracieusement à la postérité. Le site consacré est en ce moment en chantier au carrefour d'Immobile Ndjonjo. Le peuple mérite mieux et déjà nous savons que le peuple camerounais a été déterminé pendant la période coloniale à défendre sa souveraineté, surtout sa dignité. Et la dignité du peuple camerounais commence bien sûr par le plus grand des hommes, Ruben Oumniobé, et qui mérite une très grande... Oumniobé, oui, effectivement, vous constatez cet engouement. C'est comme ça qu'Oumniobé avait bien sûr marqué le temps et surtout les personnes qui vivaient autour de lui, le Mpodol. Je rends hommage comme ça à toutes les personnes qui ont combattu pour que cette dignité soit retrouvée et qui n'ont pas pu vivre cet instant que nous sommes en train de vivre à l'occasion de la journée internationale des monuments et sites. Et je comprends pourquoi aussi la jeunesse camerounaise a intérêt à suivre les pas de ses dévanciers. Ainsi s'écrit petit à petit l'histoire du Cameroun à travers ses figures emblématiques. Qui est figure emblématique et qui ne l'est donc pas? La grille des valeurs semble faire polémique, d'où un engouement plutôt à peine perceptible dans la construction des monuments historiques dans notre pays. Pendant que les uns et les autres réclament les monuments des Oumniobé, Douala Mangabel, Ernest Ouadjie et bien d'autres, parcourez nos cités et vous aurez le sentiment que notre pays n'a pas d'histoire. Jean-Christian Kam et Roméo Nanko sont allés à la rencontre d'un historien. Douala Mangabel,
C'est timidement ou presque que le Cameroun présente à travers des monuments les grandes figures ayant marqué son histoire, témoigne un historien qui vient de publier un livre sur la question. En réalité, quand vous regardez nos villes, vous avez tendance à croire, comme disent certains, hors de nos frontières, que nous n'avons pas d'histoire. S'ils ne sont pas coincés dans de petits espaces réduits, leur posture dégage à peine la fierté d'une référence historique intergénérationnelle qu'ils représentent. Souvent ici, les gens sont des grands parce qu'ils ont de l'argent, ce qui n'est pas le modèle dans d'autres pays. La notion de grande figure repose essentiellement sur la valeur des figures qu'on veut commémorer. Héros malgré eux, dirait-on, ces figures emblématiques par leur environnement reflètent plutôt comme le peu de valeur à eux accordée. Nous n'avons pas de critères pour nous-mêmes, pour dire voici les valeurs. À partir de ce moment-là, celles qu'on essaie de trouver comme valeurs, bien on ne leur accorde pas la place exacte qu'elles méritent. Voilà. Mais je pense que c'est un problème capital. Plusieurs pays au monde tirent pourtant de substantielles devises à travers les touristes, ces accros des sites et monuments historiques, qui éprouvent un réel plaisir à relier les repères des nations à travers ceux qui les ont bâtis, ainsi que leurs œuvres. Prenons la route pour Yaoundé, cette route qui circule de façon fluide désormais, alors qu'elle a été bloquée pendant plus de 3 heures ce matin à cause d'un accident de la circulation survenu très tôt en matinée. On en parle avec vous, Alain Gislain Kanga. Bonsoir. Michael Tipio et bonsoir à tous. Encore un accident enregistré hier sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Le bilan fait état de 2 blessés graves, mais la circulation a longuement été perturbée depuis cette nuit. 4 véhicules lourds, dont un grumier impliqué dans cet accroc. Les billes de bois qu'ils transportaient auraient bloqué la chaussée, créant de longues files d'attente de part et d'autre. Ardon Guéfac et Bertrand Tiassé se sont rendus sur les lieux. Voici le reportage. Une file à 2 lignes, véhicule à 0 km/h, bien immobilisé. Depuis 5 heures, vous êtes sur place. Oui. Sentier de détresse circonscrit, 5 km de part et d'autre, selon qu'on vienne de Douala ou de Yaoundé. La cause, cet accident de circulation survenu la nuit dernière, aux environs de 2h30, sur la nationale numéro 3, dans la localité de Magem, arrondissement de Matom. Une série de véhicules impliqués. Nous sommes seulement tombés en panne. Mon chauffeur me demande de sortir les balises. À l'heure maintenant qu'il descend, là il a ouvert sa portière, à l'heure maintenant qu'il descend, c'est là-bas maintenant que celui-ci là sort avec le billet de bois, en allure. Quand vous voyez le tas de véhicules comme ça, s'il roulait fort, c'est que nous tous, on sommes morts. Ça fait 4 voitures sur place, mais il n'y a pas eu de mort. Pas de mort, mais 2 chauffeurs grièvement blessés. Les véhicules ont pris chacun un sacré châtiment. Le camion en panne garé a reçu le coup de malheur sur son flanc. Celui qui le suivait a pris la même agressivité en dose adulte. Le grumier s'est divisé. Sa remorque restait loin et la cabine broyée au niveau frontal. Les grumes restaient pendant longtemps sur la chaussée, imposant l'arrêt des 2 sens sur l'axe Douala-Yaoundé. Une route qui produit énormément d'argent. Vous ne pouvez pas expliquer, quel que soit ce qui s'est passé pour un blocage comme celui-ci. Aucun véhicule ne monte, aucun véhicule ne descend. Les passagers sont obligés de trouver des bancs d'attente, et ce depuis la nuit. Garde-fous et maisons environnantes comme abri de circonstances. Je me suis réveillée à 4 heures pour aller pisser. C'est là où je trouve toute ma véranda est envahie. Les gendarmes sont arrivés au lever du jour. Peloton routier, les brigades de Mantom et de Bankomo, tous ensemble à la tâche. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre y a un œil vigilant. Il a fallu que les engins arrivent pour dégager la chaussée afin que le trafic reprenne peu à peu. Il était alors 13 heures environ. Le temps pour les passagers
Gagné par la soif et la faim d'épuiser le stock de denrées convoquées en commerce improvisé. La banane mûre en bon marché. Pardon, une plateforme de réflexion s'est d'ailleurs penchée sur le secteur des transports. Valoriser le rôle des transports dans la marche vers l'émergence et son impact dans le processus d'intégration sous-régionale. C'est le thème de la 3e édition du Salon international des transports et de la logistique ouvert ce jour à Yaoundé. Sous la férule de Méfiré Oumarou, représentant du ministre des Transports. Plusieurs participants vont tabler sur les stratégies permettant d'améliorer ce secteur. Karel Mezatachouya et Lungkwanda. Le secteur des transports constitue un vecteur de développement socio-économique tant au niveau national que dans la sous-région Afrique centrale. Les activités inhérentes à ce domaine contribuent à plus de 6% au produit intérieur brut dans l'économie camerounaise. Vous savez, sans transport, il n'y a pas de développement. Et la mobilité des hommes et des biens ne peut être facile que quand on organise très bien le transport. D'où l'importance de la logistique. La logistique, c'est la mise en cohérence des différents modes de transport. Vous voyez, quand on se déplace, on emprunte beaucoup de modes de transport. Et chaque mode de transport a ses caractéristiques et ses exigences. Si vous ne mettez pas en place une bonne organisation logistique, vous n'allez faire que des pertes. Le Salon international des transports et de la logistique ouvert ce 18 avril à Yaoundé permettra justement à toutes les parties prenantes ici représentées de mieux organiser le secteur. Nous avons des thèmes que les transporteurs ont évoqués, qui veulent débattre là-dessus. Et je pense que ces conférences thématiques pourront améliorer, c'est-à-dire être un outil d'accompagnement dans les prises de décision du gouvernement. Les participants camerounais et ceux venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe ont donc l'opportunité d'échanger et partager leurs expériences à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Le Cameroun est une plateforme incontournable de l'Afrique centrale et donc avoir une opportunité pour nous au Cameroun, il était important pour nous d'être aussi tel qu'aujourd'hui. Nous offrons l'opportunité aux gens de faire ce qu'on appelle de l'import express. Ça veut dire qu'à partir d'un bureau DHL au Cameroun, vous pouvez importer de 220 pays et payer l'exportation ici au Cameroun. Au menu, conférences thématiques animées par des professionnels. La question de l'inéquation du produit formé avec les exigences des milieux professionnels était au cœur de la problématique des 3e assises sur le cadrage académique de la professionnalisation des enseignements universitaires ouverts ce jour à Yaoundé. Il est question au cours de ce congrès qui s'achève le 20 avril prochain de donner la parole aux professionnels pour faire le diagnostic de leur coopération avec le milieu universitaire dans l'optique d'une implication efficace de ces derniers temps dans l'enseignement professionnel au Cameroun. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à l'Institut des Relations internationales Yaoundé a été présidée par le ministre des Enseignements supérieurs. Je propose d'ailleurs un extrait sélectionné par Aminou Aliou. La professionnalisation n'est pas le doctorat professionnel. Nous allons aborder les mécanismes qui visent à améliorer la formation professionnelle. La formation professionnelle est polyforme, mise à la disposition des différents acteurs d'un cadrage normatif de la professionnalisation, c'est-à-dire la mise à la disposition des acteurs d'un ensemble de normes qui vont désormais régir le mécanisme de professionnalisation dans nos institutions universitaires, mais également un ensemble de recommandations qui visent à mieux adapter le maillage entre le milieu socio-professionnel et nos institutions universitaires de manière à mettre l'étudiant au centre de ses préoccupations. N'est-ce pas? Elle peut se faire au niveau des diplômes de Bac plus 2, c'est-à-dire les BTS, les DUT, mais au niveau des licences professionnelles, au niveau du second cycle ou du 3e cycle. Mais plus spécifiquement, ce n'est pas la problématique. La problématique n'est pas liée à celle du doctorat professionnel, mais à toutes les formations professionnelles qui sont susceptibles d'être faites au niveau de l'enseignement supérieur. Parlons à présent des examens officiels session 2018 et intrusion dans la cuisine des préparatifs du ministère des enseignements secondaires. Les responsables des services centraux déconcentrés et des organismes sous tutelle ont convenu ce jour, au cours de leur conclave à Yaoundé, des dispositions appréciables prises au niveau des régions secouées par l'insécurité. L'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, 3 régions vedettes lors de ces assises. Arnaud Gueffak et Hubert Nutier.
À l'évaluation, c'est mention bien pour la couverture des programmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Du moins pour ceux des établissements qui ont encore une ambiance d'école. Les établissements qui fonctionnent effectivement au nord-ouest et au sud-ouest sont à près de 70% de taux de couverture, contrairement à l'année dernière où nous étions à 8% en ce qui concerne le sud-ouest et 15% en ce qui concerne le nord-ouest. Fruit d'une stratégie gagnante mise sur pied, crise sécuritaire oblige. Au ministère des enseignements secondaires, on a pris ces régions comme des malades soumis à un traitement particulier. Nous avons mis en place tout un chronogramme d'activité qui n'est pas tout à fait ce qu'on vit dans les 8 autres régions et ce chronogramme a été respecté. La saison des examens s'ouvre bientôt. Là-bas où règne en principal le GCE, les préparatifs tiennent compte du contexte. J'en suis très conscient et j'ai confiance que ça va se dérouler dans le normal sauf les imprévus. Autre région en vedette au cours de cette réunion d'évaluation de la 5e séquence et des préparatifs des examens officiels, l'extrême nord. À Yaoundé ce jour, on a compté 4 établissements en situation critique qui abritent les déplacés et dont le regard doit y être particulier. Nous pouvons dire que des dispositions sont prises à tous les niveaux pour que ces déplacés ne connaissent pas de difficultés. Responsables des services centraux, déconcentrés et des organismes sous tutelle du ministère des enseignements secondaires en conclave ce mercredi sont sur le qui-vive. Les examens déjà à un jet de pierre. Une association privée s'est engagée à lutter contre les maladies cardiovasculaires. La fondation Health Forever a entamé depuis une semaine une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. La caravane s'est déportée tout récemment au lieu-dit Mosquée Etoudi à Yaoundé. Une campagne suivie pour nous par Karel Mezatatuya. Maintenant, on va parler du diabète. L'équipe de la fondation Health Forever sur le terrain poursuit sa campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité. Cette fois-ci, ce sont les populations du lieu-dit Mosquée Etoudi à Yaoundé qui sont soumises aux différents tests. Après avoir été enregistrés, tous passent par le poste de prise de poids et de taille, celui de glycémie, de la tension artérielle entre autres, avant d'entrer en consultation chez le médecin. Et là-bas aussi, elle se fait gratuitement. Il y aura une seconde phase qui va consister à une prise en charge des personnes diabétiques hypertendues. Et celle-là va se faire après la clôture de la grande campagne de dépistage qui se fait tous les samedis du mois d'avril. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les populations. On est très fiers de ce travail de la préfecture. Et nous appelons les gens à adhérer à ces événements. Cette équipe jeune et dynamique est soutenue par des partenaires. Occasion pour eux d'exprimer toute leur gratitude. Nous allons nous tourner particulièrement vers le laboratoire d'Annecy qui nous accompagne ici dans le dépistage et surtout dans la prise en charge des personnes diabétiques par l'apport d'un maître pour un dépistage pour les patients. La prochaine étape, c'est le 21 avril prochain au lieu dit Essos, de 6h du matin à 12h. Bon à savoir, venir à jeun pour obtenir des résultats plus fiables. Prochaine étape de ce journal, le sport. Et on part du football. On a joué cet après-midi à Yaoundé pour le compte de la 15e journée de la MTN Elite One au centre technique de la FECAFOOT à Odia. Astre de Douala s'est imposé face à Colombe 200 mm sur le score 2 buts à 1. Je propose des réactions d'après-match captées par Francis Capnan. On a manqué de concentration vis-à-vis que nous avions mené au score. Nous avons cru que tout était facile, que c'était acquis, mais la réalité nous rattrape. Quand on mène au score, il faut toujours garder la concentration et la lucidité. Nous allons tout faire pour pouvoir ne serait-ce gagner pas au moins 4 points sur les 2 derniers matchs qui nous restent. Il était important pour nous de briser ceci parce que depuis le début du championnat, on n'avait pas enchaîné 2 victoires. Je crois que c'est fait.
Et chaque fois aussi en début de championnat, chaque fois qu'on était mené, on perdait généralement le match. Mais je crois que ça fait 2 fois de suite où on est mené, on a des ressources venues. Moi je pense que c'est le plus important. C'est vrai qu'on a beaucoup de blessés. Je crois que le mérite, comme je dis, revient aux joueurs qui essaient de tout donner, de suivre un peu les consignes. Et l'ensemble des résultats de cette 15e journée de la League 1 avec vous, Michael Chipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain. La 15e journée avec les 8 rencontres qui étaient au programme ce mercredi. À Bafoussam, Feutu FC s'est relevé après sa lourde défaite contre Coton Sport de Garoua en venant à bout de stade Renard de Melon 2-0. Aloum UMS s'est débarrassé de Yon Sport de Bamenda pour prendre provisoirement les commandes du championnat en attendant la sortie de Coton Sport de Garoua demain. Marc Chouamou et Luciano Ndiakou pour les détails. 5e victoire d'affilée pour UMS de Loum. Grâce à ce but de Grégoire Nkama à la 4e minute, le club du Mungo est venu à bout de Yon Sport Academy de Bamenda, 1-0 ce mercredi, à l'occasion de la 15e journée de championnat. La meilleure défense encaisse son 4e but de la saison et voit sa série d'invincibilité stoppée à 6. Nous sommes venus produire du spectacle. Nous sommes satisfaits de l'avoir produit. C'est dommage qu'on n'ait peut-être pas ramené les 3 points. Il est de bon ton pour nous de beaucoup plus préparer les matchs au fur et à mesure que de nous attarder à une certaine position. Humilié 4-0 par Coton Sport dimanche dernier à Bafoussam, Feutu FC a tourné rapidement la page en dominant Stade Renard de Melon 2-0 sur la même surface de jeu. Le premier but est une signature de Joseph Kameni. La deuxième réalisation est l'œuvre de Ngueya Chibimou. Après une défaite contre Coton qui est un challenger immédiat, il fallait qu'on se remonte. Je pense que ce qu'on a vu ce soir, ça démontre que nous avons été touchés et le progrès a été touché. Cette équipe s'est pas gagnée. On voit le football camerounais. Il n'y a que l'arbitre camerounais appelé à la compétition internationale. C'est à cause de cette connerie. Le football camerounais ne peut pas avancer. Enlevé de rideau, Fauveau Club de Baham a été tenu en échec par Bamboutos de Bouddha. 0 but partout. Autre résultat de cette 15e journée, Dragon 2, New Star de Douala 0, avec notamment le 10e but de la saison de Junior Mbaye. A signaler la défaite d'Aigle à domicile devant AS Fortuna 0-1. En attendant la dernière affiche ce jeudi à Garoua entre Coton Sport et Yafoot, UMS prend provisoirement les commandes avec 30 points, suivi de Fauveau de Baham 28 points. Yon Sport chute au 5e rang. Belle envolée de Dragon de Yaoundé, 12e avec 18 unités. Aigle est toujours bon dernier avec 10 points. Allons à Zoa, petit village de l'arrondissement de Lembe-Yezoum, région du centre, pour assister aux résultats obtenus par les jeunes formés à la cacao-culture. Déjà 6 éditions et près de 100 lauréats outillés pour des productions de qualité. Yvonne Katiken. Déjà 3 mois que Boniface Abanda entretient ses plantations de cacao. Le jeune producteur est satisfait de l'encadrement reçu au sein de la coopérative des laboureurs du Cameroun. Nous, les planteurs du village, nous sommes passés sur l'apprentissage. Bien après, nous ont donné les cabosses pour les sachets pour remplir. Et j'ai fait le maximum d'efforts d'être en bonne et due forme. C'est une coopérative créée par Jean-Zali Messanga qui a permis la formation d'une centaine de jeunes agriculteurs à Zoa, un petit village de l'arrondissement de Lembe-Yezoum. Grâce à la formation reçue, Boniface Abanda a pu mettre sur pied plus d'un hectare de plants en sachet. Ce matin, le conseil interprofessionnel du cacao et du café est à nouveau venu au village offrir du matériel agricole à tous ceux qui ont été formés. Comme ça, on nous avait donné les cabosses, les sachets, mais on a fait le maximum d'efforts d'avoir les arrosoirs. Et comme c'est arrivé là, vraiment, je suis très content. Des pulvérisateurs, des bots, des chasubles, rien n'a été négligé pour accompagner les membres à améliorer leur rendement. Nous sommes déjà mieux outillés, comme vous nous voyez là, nous sommes habillés, et d'autres sont un peu, je sais pas, nous allons faire mieux maintenant, puisque nous sommes bien formés, nous avons des connaissances, à nul autre pareil. Ça veut dire, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en pratique ce qui n'a même pas encore été fait, puisque nous avons entamé depuis, les pépinières sont déjà grandissantes. C'est donc une promotrice heureuse de vivre la métamorphose de ces jeunes agriculteurs, désormais outillés pour mieux affronter la réalité de la terre. Déjà,
6 éditions de formation offertes aux jeunes du village Zoa. Une véritable satisfaction pour Jean-Zali Musanga. Elle promet d'ailleurs poursuivre cette session de formation avec le concours du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'organe leur a d'ailleurs ouvert les portes du programme New Generation. À suivre à 21h30 sur ces mêmes antennes, votre magazine Carrière. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. À demain, 19h50. Bonsoir.